Comment WhatsApp fait de l'argent? Cette question simple à première vue m'a plongé dans des affaires terrifiantes qui nous touchent tous au fur et à mesure de mes recherches. Les applications peuvent faire de l'argent de 3 manières différentes. La publicité, des achats intégrés à l'application et vendre les données. Mais les fondateurs de WhatsApp, Brian Acton et Ian Coom, détestaient les publicités, donc la première option n'était pas envisageable. Ils ne voulaient pas non plus faire payer les gens pour des fonctionnalités dans l'application. L'option 2 était donc aussi rejetée. Et quand ils ont créé l'app en 2009, ces deux gars étaient des fervents défenseurs de la protection de la vie privée. La troisième option était donc inconcevable. Ce qu'ils voulaient, c'était simplement connecter le monde avec une application qui ne sauvegarde aucune donnée. Ils s'en foutaient de gagner de l'argent avec l'application. Alors comment une application créée par deux défenseurs de la vie privée et pas du tout intéressés par l'argent s'est retrouvée rachetée par la plus puissante entreprise de surveillance de masse depuis le début de l'humanité, Facebook? Pour bien comprendre, nous devons déjà voir dans quel contexte WhatsApp a pu grandir. Je m'appelle Louis Esquier et voici le monde tel qu'il est vraiment. Un jeu géant où pour être en haut de l'échelle, il vous faut du pouvoir, de l'argent et de l'influence. Vous ne pouvez pas sortir ce jeu dans tous les cas, donc au lieu d'en être une victime, je vais vous apprendre à devenir un meilleur joueur. En 2009, l'iPhone vient à peine de sortir et il commence à décoller niveau vente et avec lui une toute nouvelle technologie, les applications. On se retrouve alors avec les smartphones et les applications pour ceux-ci. Facebook est en train de gagner en popularité et un gars, Brian Acton, qui venait de partir de chez Yahoo pour postuler chez Facebook, vient de se faire refuser. Mais il recherche la prochaine aventure de sa vie. Et cette aventure, elle commencera quelques mois plus tard avec son ami Ian Coom. Ian Coom, il a grandi à Kiev, en Ukraine, en pleine URSS. Il a été éduqué dans un climat de méfiance permanent car ses parents évitaient de téléphoner par peur d'être surveillés par les autorités soviétiques. Et ses deux amis, ils créent WhatsApp, une application qui permet d'envoyer des messages privés grâce à Internet et qui ne stocke pas les messages. C'est une idée totalement nouvelle à l'époque où les seuls messages c'était les SMS et que chaque message était payant. WhatsApp donne alors la possibilité d'envoyer des messages instantanément partout dans le monde, totalement gratuitement. WhatsApp, c'est d'ailleurs la référence à l'expression anglaise What's up, qui veut dire comment ça va. Et c'est pendant 2 ans qu'ils ont réussi à développer l'application grâce à Acton, qui a convaincu ses anciens collègues de Yahoo d'investir $250 000, qui leur a permis de recruter une petite équipe de développeurs. Mais quand le succès prend autant d'ampleur, que vous voulez ajouter de nouvelles fonctionnalités comme envoyer des photos, vous avez besoin de revenus pour prendre des serveurs et recruter une plus grosse équipe. WhatsApp a alors introduit leur modèle économique, $1. Pour utiliser l'application, vous devez payer le frais $1. Malgré le fait qu'ils aient fait payer les utilisateurs, WhatsApp a réussi à se hisser dans le top 20 des applications de l'App Store en 2011. Ce qui est intéressant avec ce frais de $1, c'est qu'il n'est pas du tout obligatoire. Si vous ne payez pas le frais de $1 d'ici la fin de l'année, vous pouviez quand même utiliser l'application. On pouvait plus considérer ce frais comme un soutien qu'autre chose. Et ce modèle économique a porté ses fruits car beaucoup de personnes ont payé ce frais $1 et ça a permis à WhatsApp de grossir encore plus. Ça leur a permis de couvrir leurs frais même s'ils ne récupéraient pas beaucoup de profit à la fin. Les entreprises de la tech sont pas du tout dans le même monde que les entreprises traditionnelles. Il suffit simplement que le concept de l'entreprise soit intéressant pour que l'entreprise vaille des millions de dollars même s'il n'est pas rentable. Et même si l'entreprise n'a aucune vision de comment gagner de l'argent sur le long terme. Si vous avez beaucoup de personnes qui utilisent votre service, un jour ou l'autre, vous aurez un moyen de rentabiliser le concept. Et ça, les investisseurs l'ont bien compris en voyant WhatsApp. L'application a réussi à attirer plein d'investisseurs et WhatsApp s'est vu évalué à 1,5 milliard de dollars avec moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est délirant. Et Brian et Ian ont réussi à trouver des investisseurs, même sans compromettre leur philosophie, parce qu'au début, ils avaient quand même peur que les investisseurs poussent la monétisation de l'app en compromettant l'expérience utilisateur. Le plus gros investisseur, c'est d'ailleurs Sequoia Capital, qui a donné des millions sans interférer dans la direction de l'application. Ça a permis à Brian et Ian de créer un vrai modèle économique vertueux pour WhatsApp. Investir tous les profits dans l'application pour la rendre encore meilleure, ce qui amènera encore plus d'utilisateurs, ce qui amènera encore plus d'investisseurs qui, eux, permettront de grossir le budget de développement de l'application. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau, ou network effect. Plus il y a de personnes qui utilisent l'application, meilleure elle sera pour tout le monde. Ce cercle vertueux a permis à l'app d'avoir une croissance exponentielle grâce à cette expérience utilisateur qui est tout le temps améliorée. Mais cette solution n'est pas éternelle. Les investisseurs ne peuvent pas continuer à investir de l'argent dedans sans avoir de retour sur investissement. L'application doit trouver un modèle économique rentable, à moins que... Au printemps 2012, Ian Coom reçoit un mail dans sa boîte email. On se met ensemble? L'expéditeur n'était autre que Mark Zuckerberg qui proposait au fondateur de WhatsApp d'aller dîner
en laissant sous-entendre de racheter l'application. Au cours de l'année suivante, les deux hommes se sont retrouvés plusieurs fois pour d'autres dîners, discutant des chances d'une acquisition potentielle. À la même période, les fondateurs de WhatsApp parlaient avec des dirigeants de chez Google et ils étaient sur le point de rencontrer Larry Page, le cofondateur de Google, mais Facebook ne voulait pas faire passer ça. Zuckerberg a accéléré le processus pour acquérir 100% de WhatsApp. Et le 14 février 2014, It's been on everybody's lips for the last week or so. You bought WhatsApp for $19 billion. Why did you do it and what does it mean? le montant astronomique a déstabilisé tout le monde. 19 milliards de dollars? Sérieusement? Pour vous donner une idée, 9 mois après le rachat, WhatsApp n'avait généré que 1,6 million de dollars. Autrement dit, ce n'était pas du tout rentable. Alors pourquoi Facebook a mis autant d'argent dans cette acquisition? Quand ils ont racheté Instagram, ils ont mis seulement 1 milliard de dollars. Qui plus est, ils ont aussi déjà une application de messagerie, Messenger. There's the strategic value in what we can do together. And I actually just think that by itself it's worth more than $19 billion. Ce qui pose le plus problème dans le rachat, ce n'est pas la somme, c'est l'acheteur. Le modèle économique de Facebook est très simple. Collecter vos données et les revendre à des annonceurs pour vous fournir des publicités totalement ciblées. C'est exactement ce que WhatsApp combattait. Et déjà en 2014, Facebook n'était pas du tout apprécié pour la protection de la vie privée avec le scandale Facebook Cambridge Analytica où les informations de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont fuité. Nous avons plus d'images de Zuckerberg au tribunal que d'images dans sa vie de tous les jours. Zuckerberg est la dernière personne à qui il faut faire confiance et à peine au début de Facebook, il partageait sans problème les données de ses utilisateurs. Je sais pas pourquoi, ils me font confiance. Revenons à WhatsApp et comment Brian et Yam ont pu accepter de vendre à leur pire ennemi. La somme rentre en jeu évidemment, mais Zuckerberg a aussi signé et a promis qu'il pouvait continuer de développer l'application indépendamment de Facebook et qu'il n'y aurait surtout aucune pression pour monétiser l'application. Alors, qu'est-ce qui peut se passer de mal ? Le 18 janvier 2016, WhatsApp a passé le cap du milliard d'utilisateurs et ils annoncent supprimer le frais de $1. Ça paraît génial, sûrement que Facebook se préoccupe réellement de connecter le monde entier et d'accepter de ne pas faire profit avec WhatsApp pour réaliser cette mission, non? Mais il faut voir la réalité en face et comprendre pourquoi Facebook a réellement racheté WhatsApp et comment il compte être rentable. Facebook n'a pas acheté WhatsApp, ils ont acheté les utilisateurs et leurs données. Facebook est dans le domaine de la surveillance. C'est sûrement même l'entreprise la plus puissante en termes de surveillance de masse. Plus Facebook a de données sur ses utilisateurs, plus l'entreprise devient puissante. Sur WhatsApp, vous racontez votre vie, vos histoires, vos données, vos avis. Vous avez une liste de contacts et des informations personnelles. WhatsApp, c'était le maillon manquant pour Facebook. Ils ont maintenant accès à votre numéro de téléphone. Ça ne leur sert plus à rien de garder ce frais de $1, ils ont bien plus maintenant. Parce que maintenant, avec la base d'utilisateurs de WhatsApp qui vient d'intégrer l'écosystème Facebook, ils ont une source encore plus rentable. Plus ils ont de données sur vous, plus ils peuvent les relier entre elles et créer un profil encore plus précis de qui vous êtes. Ils vous connaissent encore mieux que vous vous connaissez. En enlevant ces $1, il y a encore moins de barrières pour utiliser l'application. Is it an alternative to Facebook in the private sector? Yes, Senator. The average American uses 8 different apps. Is Twitter the same as what you do? It overlaps with a portion You of don't what we think you do. have a monopoly? It certainly doesn't feel like that to me. Okay. Pourquoi Brian Acton, militant pour la protection de la vie privée, a donné son arme à son pire ennemi, celui qui, par tous les moyens, cherchera à tout savoir sur ses utilisateurs. WhatsApp était dans une impasse en 2014, beaucoup d'investisseurs attendaient d'être rentables sur l'investissement et ça a mis une impression sur les épaules des deux fondateurs. Qui plus est, mettez-vous à leur place. On vous propose 19 milliards de dollars pour une application qui ne génère même pas 2 millions de dollars par an. Est-ce que vous allez vraiment refuser? Et ce qui devait arriver arriva. Nous sommes en 2017, alors que Facebook les laissait tranquilles jusque-là. Ils voulaient inclure des publicités ciblées dans l'application. Un concept auquel Acton et Kung se sont fortement opposés. Ils pensaient naïvement pouvoir contenir le monstre et garder une application totalement sécurisée, mais Zuckerberg veut le contrôle total. Brian Acton partit de WhatsApp et c'est en 2018 qu'il lança le hashtag qui resta en tendance Twitter souvent pendant plusieurs années, hashtag Delete Facebook. Au même moment, il prend 50 millions de dollars de son argent personnel pour lancer Signal, un opposant direct à WhatsApp. Il a repris les fondements de WhatsApp pour faire cette application, sécurité et vie privée, en créant une entreprise à but non lucratif. C'est le descendant idéologique de WhatsApp. Je suis David qui combat le Goliath que j'ai moi-même créé. In some ways, I am the David going against the Goliath that I created.
Mais revenons quelques mois en arrière, d'accord? Pourquoi le hashtag delete Facebook? En mai 2017, Facebook reçoit une amende de 110 millions d'euros provenant de la Commission européenne, car Facebook a menti à la Commission lors du rachat de WhatsApp. Facebook avait déclaré ne pas pouvoir faire correspondre de manière automatisée les données des comptes de ses utilisateurs et celles des comptes utilisateurs de l'application WhatsApp. C'était faux. Brian a découvert que Facebook relaie bien les numéros de téléphone de WhatsApp à Messenger pour partager les données entre les applications afin de créer des publicités encore plus ciblées. Ça allait encore plus loin quand Facebook a affaibli le système d'encryptage de WhatsApp pour récupérer plus facilement les données de celle-ci. Et les peurs autour de Facebook et de WhatsApp sont amplifiées en janvier 2021. Apple a imposé aux applications d'afficher aux utilisateurs quelles données seraient utilisées. WhatsApp a dû alors clarifier ses nouvelles politiques de confidentialité, obliger les utilisateurs à partager leurs données avec sa société mère, Facebook. Numéro de téléphone, photo de profil, activité sur l'app, liste des contacts, adresse IP, localisation, etc. etc. Si au début, WhatsApp a pu faire de l'argent grâce aux frais de 1$, ensuite des investisseurs, mais maintenant que Facebook détient l'application, comment peut-elle être rentable? En 2018, WhatsApp a lancé son API Business, qui est devenu le premier moyen de monétisation après son acquisition. L'objectif est très simple, pouvoir mettre en relation facilement les entreprises et les consommateurs, notamment en créant un service client basé sur WhatsApp. Netflix et Uber ont par exemple essayé ce service. Mais Facebook, qui est maintenant Meta, cherche plusieurs moyens de monétiser l'application. Et les deux fondateurs, qui ne sont plus là pour empêcher d'utiliser les 3 méthodes de monétisation, ça laisse un champ libre pour rentabiliser WhatsApp. Des développeurs sont déjà en train de travailler sur une manière d'amener des publicités dans l'application. Mais même s'ils implémentent des publicités dans l'app, WhatsApp gardera toujours sa première méthode pour être rentable, vendre vos données. WhatsApp fait maintenant partie intégrale de l'écosystème Meta avec Facebook, Instagram et toutes les autres applications. Vous pouvez déjà trouver des histoires de personnes qui ont parlé d'un produit sur WhatsApp sans faire de recherche sur Google ou Instagram. Et quelques heures plus tard, ils tombent sur une publicité sur ce style de produit. Avec tout ça, vous devez avoir encore une question en tête. S'il y a tous ces problèmes avec WhatsApp, pourquoi utilise-t-on encore l'application ? Avec ce documentaire, on pourrait faire le raccourci que j'attaque directement Facebook et WhatsApp pour utiliser nos données. Mais c'est aussi oublier de dire que ce n'est pas la seule entreprise qui fait ça et que beaucoup d'applications dans le même style utilisent aussi vos données, que ce soit YouTube, TikTok, Spotify, etc. D'autant plus que ce serait hypocrite de ma part de dire qu'ils sont méchants parce qu'ils utilisent nos données, etc. alors que moi-même, j'utilise ces plateformes en tant que professionnel. J'ai une agence marketing et je fais de la publicité sur Facebook, donc ce serait vraiment mal de ma part de juste les critiquer alors qu'ils me permettent de gagner de l'argent. Je ne pense pas qu'une entreprise qui collecte nos données pour pouvoir faire des publicités plus ciblées soit une mauvaise chose. Si vous utilisez ces applications gratuitement, il faut bien un moyen de prospérer, et la publicité, c'est tout trouvé. Donc, quitte à avoir des publicités, autant qu'elles m'intéressent. Mais jusqu'où ça peut aller ? Savoir ce que vous regardez comme contenu et ce que vous recherchez sur internet pour avoir des publicités qui vous intéressent, c'est bon. Mais ces entreprises ne sont jamais très transparentes et payent simplement leur amende quand elles se font accuser pour retourner à leurs vagues occupations. WhatsApp est l'application qui a le mieux exploité l'effet de réseau. Ils ont maintenant des milliards d'utilisateurs. Et même si vous ne voulez plus utiliser WhatsApp pour aller sur Telegram ou Signal, vos amis, votre famille, est-ce qu'ils vont vous suivre ? Si vous rencontrez une nouvelle personne, est-ce que vous avez plus de chances de leur parler sur WhatsApp ou Telegram ? Si vous avez vos proches sur WhatsApp, c'est sûr que c'est mieux de continuer à utiliser l'application. Selon moi, la vie privée reste tout de même importante et vous ne devez pas vous limiter à la simple phrase « Si je n'ai rien à cacher, je n'ai pas à me préoccuper que les entreprises récoltent mes données ». Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Mais enfin, ça va pas! Car avec ces comportements, les entreprises peuvent aller toujours plus loin pour savoir des choses sur vous. Imaginez qu'un jour, ces applications peuvent accéder à vos photos, même les plus privées. Imaginez même que vous avez des photos à caractère sexuel. Ce n'est pas du tout le genre de choses que vous aimeriez que quelqu'un voit. Les entreprises iront toujours plus loin dans la collecte de données si vous leur donnez votre consentement. Et pour elles, votre silence est un consentement. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous n'avez pas le droit à une vie privée. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir en laissant un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez un j'aime et de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, partagez-la à vos amis qui aiment ce genre de contenu. Si vous êtes intéressé par apprendre le marketing et vivre grâce au marketing, je vous invite à regarder le premier lien en description où vous avez un guide totalement offert où je vous apprends tout ça. À la prochaine, ciao!